C'est l'histoire d'un numéro 9 qui, en ce jour de juillet 2007, savait qu'une grande page de sa vie allait bientôt se tourner. Un numéro 9 qui disputait là son dernier match du Tri-Nation avec les Blacks et qui prenait conscience qu'il savourait l'un de ses tout derniers hymnes. Le haka qui suivit fut peut-être pour lui l'un des plus intenses de son existence. Oui, dans quelques mois, et après une troisième et dernière campagne en Coupe du Monde, la vie de Byron Terence Kelleher, de ce kiwi pas tout à fait comme les autres, allait basculer dans l'inconnu. All Black il était devenu, All Black il resterait à jamais, numéro de matricule 983. Mais une famille black qu'il lui faudrait bientôt quitter pour en rejoindre une autre, rouge, celle-là, à 20 000 km de là. Je dirais rouge. Oh, le noir quand même. Noir. Rouge et noir. C'est donc à 20 000 km de cette terre qu'il avait vu naître, grandir, se construire et surtout courir après ce rêve qui avait bercé toute sa jeunesse, appartenir un jour au clan des hommes à la fougère, qu'il fallut à Byron Kelleher se retourner sur son passé pour comprendre qu'à 31 ans, tout pouvait recommencer. Nous sommes en juillet 1999, Byron Kelleher a 21 ans et pour la première fois de sa courte vie, il touche enfin du doigt le mythe près de Queenstown, en Nouvelle-Zélande. Un stage préparatoire en vue de son premier Tri-Nation et de sa première Coupe du Monde aux côtés des Lomu, Umaga, Wilson, Kronfeld, quelques clients quoi. À l'époque, son compagnon de chambrée est un certain Andrew Mehrtens, numéro 10 de son état, chargé de guider ses premiers pas chez les Blacks. 10 ans plus tard, on a retrouvé Andrew Mehrtens à Paris au Racing, et quand Andrew se souvient de Byron, c'est toujours le sourire en coin. Byron, I remember when he first came in the team, he was confident, but also he was a little unsure at times he was very nervous about not arriving at a team meeting. And so he would always ask me, what do we do next? When is training? And I used to say, Byron, you have a sheet for the day. Have a look at your sheet. It tells us what time training is. But he was always asking, what are we doing next? When is training? I'm not your mother. But he was fun. He was, he always looked like he was just so happy to be involved in the team and be a part of playing rugby for his country, and of course just professionally as well. He loves rugby and he loves playing. Il a la sensation que la vie est passée très très vite. Et il me le disait il n'y a pas si longtemps que ça. Que finalement, il n'a pas vu les 10 ans passer avec les Blacks et qu'il se retrouve là avec quelques années encore à profiter de ce plaisir de jouer au rugby. Et je pense qu'il est conscient maintenant de la durée un petit peu réduite qui lui reste. Et il veut effectivement, on le sent, encore profiter au maximum du plaisir d'abord sur le terrain, du plaisir de gagner, parce que c'est ce qui les anime. Hein. C'est d'être, ils travaillent pour ça, ils travaillent en permanence pour être les meilleurs. Cette culture de la gagne et cette passion, finalement, ne l'ont jamais vraiment quitté. Certes, Byron Kelleher ne pouvait pas mieux tomber, diront les mauvaises langues, qu'au Stade Toulousain pour faire rebondir sa carrière. Faux, archi faux, car la marque des grands joueurs a toujours été de savoir se remettre en question et de choisir des défis à la hauteur de leur talent. Dès son arrivée, Kelleher a prouvé sur le terrain que son CV n'était pas qu'un simple bout de papier, froissé par le nombre des années. Tous ceux qui l'ont croisé et observé admirent ce joueur qui n'a jamais triché. Il a une personnalité qui est tout à fait exceptionnelle. Cela fait 18 ans que je suis président du club, ça fait 50 ans que je suis dans ce club. C'est une rencontre humaine tout à fait particulière, Byron. Byron, c'est quelqu'un qui a une générosité, alors on le dit de beaucoup de monde, mais lui, c'est plus que les autres. C'est autre chose. Lui, il n'y a pas eu de marketing sur lui. Il n'y a pas eu... Le public sait reconnaître les bons, notamment à Toulouse. À Toulouse, quand le public commence à prendre un joueur et à le soutenir, c'est que le joueur sur le terrain, il est exemplaire.
C'est un vrai leader de jeu dans l'envie qu'il met. C'est indéniable, quoi. Symboliquement, je dirais, son investissement en défense au niveau du plaquage est quand même c'est assez impressionnant, quoi, ce qu'il fait défensivement. Je crois que voilà, c'est plutôt dans l'exemplarité, dans l'engagement qu'il est important pour nous. Nous y voilà. Byron Keller, un tempérament hors du commun au service de qualités physiques et techniques hors normes. Jamais dans l'histoire de ce sport, un numéro 9 n'avait dégagé une telle impression de puissance. Coach, partenaire d'aujourd'hui et adversaire d'hier, tous sont unanimes et voient en lui le demi-mêlée des temps modernes. Pas seulement comme le premier des trois quarts, mais aussi comme un véritable 9e avant. C'est un garçon qui est sur le terrain extrêmement dur, qui est perforateur, qui est capable de créer un danger permanent autour d'un pack, donc qui peut lutter à armes égales contre un pilier ou un seconde ligne. À partir de là, il a cette arme supplémentaire que peut-être d'autres demi-mêlées n'ont pas. Il a un gabarit hors norme pour un demi-mêlée d'avancer sur les impacts et de nous faire jouer en avançant. C'est pas un demi-mêlée classique, Byron Keller. C'est un demi-mêlée qui s'engage. Il n'attend pas les ballons des avants. Lui, il est capable de prendre le ballon et de faire jouer ses avants. Il n'y a pas beaucoup de demi-mêlée capables de prendre le ballon et de passer devant les avants pour les faire jouer. C'est-à-dire faire jouer ses avants en avançant. Ne pas être qu'un simple relais. Peser sur la défense. Et quand tes avants, ils savent que toi, de temps en temps, tu vas prendre le ballon, que tu vas avancer, que tu vas les faire jouer en avançant, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour toi. Et je crois que en ça, il a transformé le Paquet d'Avant de Toulouse. Pas que lui, mais en ça et par son jeu, il a apporté une confiance. Le Paquet d'Avant de Toulouse, ils savent que derrière, il y a le King. Il est quasiment indétrônable, quoi. Indétrônable peut-être, mais surtout Keller sur le trône de France au printemps 2008 dès sa première saison à Toulouse. Lui qui n'avait pratiquement jamais rien gagné en club avec Otago et Waikato, compris ce jour-là qu'il avait fait le bon choix. Que pouvait-il alors offrir de plus à ses partenaires et à ses supporters que ce qu'il y a de plus sacré pour un Néo-Zélandais, rugbyman de surcroît et All Black qui plus est. C'était symbolique du moment qu'il vivait. Je crois qu'il avait conscience de vivre un grand moment et le haka, il ne l'avait jamais fait. Et bon, on lui demandait de temps en temps et il n'avait jamais voulu le faire. Donc, symboliquement, je crois que c'est quand même très très important pour lui. Et le fait qu'il le fasse à ce moment-là, dans un moment de joie, c'était, je pense, une récompense pour nous. Et puis c'était, je pense, pour lui aussi symbolique d'un grand moment de vie qu'il était en train de vivre, quoi. Voilà, il voulait, je crois que c'était une récompense aussi qu'il se faisait à lui-même pour dire ouais, ce que je viens de vivre, c'est peut-être aussi fort que ce que je vis, ce que j'ai vécu avec les Blacks, quoi. Ce cri donc comme un trait d'union entre son présent et un passé pas si lointain, entre sa vie en rouge et cette vie en noir qui lui avait presque tout apporté, sauf la consécration suprême.
3 Coupes du Monde au compteur et 2 échecs marquants à 8 ans d'intervalle contre les Français. Le dernier en date fut un quart de finale en 2007 à Cardiff au Pays de Galles. Bizarre, certains y verront un clin d'œil de l'histoire. Cette défaite fut marquée du Sceau toulousain, son futur club. Elissalde, Jausion, Claire et du Sautoir mettaient fin à ses espoirs de conquête planétaire. Adversaire ce jour-là et pourtant futur partenaire et concurrent au même poste, de numéro 9, Elissalde bottait en touche en exultant tout en sachant que la vie à Toulouse ne serait plus tout à fait comme avant. Je me suis posé toutes ces questions qu'un compétiteur se pose face notamment à l'adversité, face à la blessure, face justement au fait qu'on était 2 ou 3 à se partager le même poste. Il n'y a pas de difficulté à gérer ces joueurs-là. Ces joueurs-là, ils sont tous des joueurs de haut niveau, ils se respectent, ils ne sont pas idiots, ils connaissent leur niveau, ils voient très bien les qualités des uns et des autres. Donc ils savent très bien que à partir du moment où le coach les respecte, à partir du moment où ils ont leur temps de jeu, ça se passe très très bien. Et la concurrence, Byron Keller l'a toujours connue dès sa première année chez les Blacks. 1999, tiens, on y revient. Cette Coupe du Monde où tout semblait lui sourire, lui qui venait de piquer la place de Justin Marshall pour une demi-finale qui a certainement marqué le début de sa vie en noir au fer rouge. Sur le pré, Fabien Galtier, l'équipe de France sur le dernier mot. Il y a des images souvent plus symboliques que d'autres et si le rebond fut favorable aux Bleus, il prit d'entrée à contre-pied le destin de Byron. On peut légitimement supposer alors que cette blessure ne s'est jamais vraiment refermée et que Keller n'en a peut-être pas complètement terminé avec sa vie en noir. Pour être All Black pour la Coupe du Monde, il faut être rentré l'année d'avant ou 2 ans avant, ce que va faire Carter. C'est là où son choix est lourd de conséquences pour sa carrière personnelle. Parce que je crois que 2011, ça fait 2 saisons encore, je crois qu'il peut y arriver en 2011. Chez lui, Coupe du Monde pour les Blacks, je crois qu'il peut la faire. Je pense que c'est surtout ces entraîneurs là-bas qui vont se poser la question. Je pense que à arriver à 10 mois de la Coupe du Monde, s'ils n'ont pas trouvé le mêlée qui leur convient et que Byron reste performant comme il l'est, et qu'ils ont un œil sur l'Europe et sur ce qu'on fait nous ici en Coupe d'Europe ou en championnat, à mon avis le téléphone de Byron sonnera. Après, je ne sais pas ce que lui en tant que rugbyman fera, mais en tant qu'homme, il sera vraiment tenté de retourner dans son pays. Byron Kelleher. Keith Wilson. Byron Kelleher. What's your name? What's your name? Matthew. Do you play rugby? Sometimes. C'était il y a 10 ans, c'était hier. Heureusement, Byron Keller a emporté dans ses valises cette foi qu'il habite et cette âme qui le porte. Dans ses veines coule le sang rouge des Blacks et l'amour d'un jeu qui pour lui n'a jamais eu de frontières. C'est donc à 20 000 km de chez lui qu'il a reconstruit sa vie, parfois en rouge, parfois en noir, curieux hasard. Mais y en a-t-il vraiment un quand on devient une star ? Je crois qu'il a trouvé une véritable famille avec des contacts humains très importants, avec une dimension qu'il n'avait pas connue. Et je crois que peut-être il fallait qu'il parte de chez lui pour rencontrer cette dimension. Et cette dimension, elle est magique. C'est une aventure humaine. Mais c'est véritablement, mais je le dis du plus profond de moi et le plus sincèrement possible, c'est quelqu'un d'exceptionnel par la générosité. Il faut qu'il soit en confiance. Et s'il est en confiance, il peut tout donner. If you're playing in a club with your heart, I think it's the same everywhere.